Ok, merci. Et pour terminer, bon, c'est moi. Je vais aller assez rapidement. Euh, on parle des systèmes insulaires et évidemment, sont très importants pour nous ici en Polynésie. Mais est-ce que les îles sont importantes à l'échelle mondiale ou pour la majorité de la population qui habite sur les continents? Une réponse, c'est évidemment oui, parce qu'on habite tous sur une île. Ça, c'est l'île, le grand île de la planète Terre. Donc, c'est notre maison pour tout le monde. Et aussi, Nabil a parlé aujourd'hui de l'importance du système. Et quand les astronautes ils sont allés vers la Lune et ils ont retourné pour voir la planète, ça a changé nos esprits un peu parce que c'est clair, c'est évident que cette planète, c'est un système, un seul système dans l'espace. Donc on pense maintenant aux planètes comme un système intégré et c'est une île. Donc ça, c'est une perspective très, très importante qui a changé évidemment dans les années 60-70. Mais aussi, quand tu regardes la planète comme ça change ton perspective. Ça, c'est centré sur l'Europe, évidemment. Mais quand tu centres Google Earth maintenant sur la Polynésie, ça donne une autre vision du planète. Et c'est évident, c'est la planète bleue. Donc l'océan est très important. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, moi, j'habite à Montréal. Et juste pour présenter un peu, ça c'est la station Gump où je suis directeur depuis 2000. Évidemment, sur Montréal, et quand on parle des archipels, évidemment, la Polynésie, on a beaucoup d'îles. Mais ce qui est intéressant avec les îles, on peut aussi comparer entre les îles. Ils ont des caractères différents. Et ici, même dans le petit archipel qui est les îles devant, où on a beaucoup de capacités scientifiques. On a 3 îles, Tetiaroa, Montréal, Tahiti, qui sont différentes sur un gradient de complexité. Et ça, c'est très important, je pense, pour la science et les études des écosystèmes et des socio-écosystèmes complexes. Donc, sur Montréal, évidemment, on a 2 stations de recherche, le CRIO Bay et la GUMP. Sur Tahiti, évidemment, beaucoup de capacités aussi avec des autres instituts de recherche. Et plus récent, une petite antenne, un petit labo à Tetiaroa, sur l'île de Tetiaroa. Donc on a sur les 3 îles une capacité pour faire les études scientifiques. Bon, donc sur notre île, la planète, maintenant on a besoin de voir qu'est-ce que va se passer dans l'avenir, comment on va naviguer l'avenir qui n'a pas de précédent. On est en train de changer complètement notre planète, donc il n'y a pas de précédent. Tout ce qu'on a fait avant, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher dans l'avenir. Donc on a besoin de la science un peu pour nous aider à prévenir le futur. Et malheureusement, on est un peu inquiété. Toutes les études et les récifs coralliens en particulier sont menacés. Donc avec tous ces changements, il y a beaucoup de risques, malheureusement. Et particulièrement peut-être pour les atolls. Les atolls sont particulièrement menacés. Mais en même temps, quand on navigue, aujourd'hui on va dans un avenir sans précédent, mais aujourd'hui on a beaucoup d'outils. La révolution numérique, on a beaucoup d'outils pour étudier et faire les modelings, les prédictions de qu'est-ce qui va passer dans l'avenir. Par exemple, avec les satellites et les données sur les bateaux mondiaux, on peut voir, et avec les systèmes hyper puissants ordinateurs, tu peux simuler où se trouve la pression de la pêche, presque en temps réel, autour du monde. Donc ça, c'est très important pour la gestion de la pêche à l'échelle mondiale. Aussi, évidemment, on peut voir maintenant la température à l'échelle de la planète. Et donc, si on fait les études, comme on a discuté beaucoup aujourd'hui sur une petite île, donc, on peut regarder maintenant le contexte régional à l'échelle du Pacifique. Évidemment, si tu n'as pas cette vision à cette échelle, c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe localement.
Donc, on a ces outils, c'est hyper important. Et ça marche, on peut dire qu'est-ce qui va passer et on peut imaginer des risques, calculer les risques et c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Donc aujourd'hui l'intelligence artificielle et tous ces outils c'est un espoir peut-être pour nous à gérer la planète dans l'avenir. Mais l'échelle du challenge, c'est hyper important, il ne faut pas oublier. Parce que si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va passer sur cette planète, il faut étudier la planète entière. Donc ça veut dire avoir les modèles, par exemple pour l'acidification d'océans, ça c'est pas quelque chose que tu peux étudier juste sur une île, il faut étudier à l'échelle du planète. Mais si tu veux savoir qu'est-ce qui va passer, comment les systèmes vont répondre à ces changements d'acidification d'océans, il faut étudier tout ça à l'échelle moléculaire des espèces, comme Mathieu a présenté tout à l'heure, à cette échelle très très fine. Donc il faut faire les deux, on ne peut pas juste faire l'un ou l'autre. Ça veut dire qu'il faut intégrer les études au niveau moléculaire des espèces jusqu'à les études mondiales. Et il faut faire tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps pour développer cette capacité parce qu'il y a des propositions, ça c'est l'année dernière, justement pour peut-être résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui va utiliser, exploiter les virus, donc ça veut dire une molécule, un petit micro-organisme, pour changer toute l'océan mondial. Si on peut imprégner l'océan avec ce virus, peut-être on peut stimuler un système dans l'océan qui va capturer, séquestrer plus de carbone. Peut-être c'est une bonne idée, peut-être c'est un désastre, mais il faut avoir comment évaluer le risque de ces genres d'intervention. Encore une fois, il faut avoir une compréhension au niveau moléculaire et planétaire. Donc c'est un challenge scientifique énorme, mais on a déjà des challenges scientifiques et complexité énormes, par exemple dans la biomédecine. Et là, on a fait beaucoup de progrès, même si l'homme est un organisme hyper complexe, on a fait des progrès en utilisant les petits organismes, les espèces beaucoup plus simples, comme le ver ou mouche de fruits. Donc, ce sont des model systems. Et on a fait beaucoup de progrès en étudiant l'homme, évidemment, mais aussi en étudiant les autres espèces beaucoup plus simples et accessibles pour la science. Pour le développement durable, on doit continuer à étudier à l'échelle de planète, évidemment, et molécules, mais on peut aussi utiliser les systèmes model systems. Il faut continuer à l'échelle de molécules, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'échelle de planète, on peut aller jusqu'à l'échelle d'une petite île, un système plus ou moins isolé, et comprendre comment ça fonctionne, un peu comme en biomédecine, on étudie le mouche de fruits. Donc ça, c'est ce qu'on a proposé il y a plus que 10 ans maintenant. Et on a développé une feuille de route pour comment étudier une île entière et développer des capacités de modéliser, de faire des scénarios alternatifs de l'avenir pour comment cette île va répondre à des changements de l'environnement ou les activités de l'homme sur l'île. Première étape, c'est si tu veux comprendre un système, il faut avoir une idée il est constitué de quoi exactement. Et on a très peu d'endroits dans le monde où on a une liste, même une liste des espèces. C'est évident, c'est basique, mais on n'a pas cette liste. Donc sur Montréal, on a fait cette étude Montréal Biocode, c'est juste identifier chaque espèce, mais aussi avoir une séquence génétique de chaque espèce, une photo numérique. Donc ça, c'était une grande collaboration internationale avec beaucoup de monde ici aussi. Deuxième étape, avec toutes ces pièces du système, comment ces pièces, ces espèces, interagissent, l'interaction entre les espèces. Et là, c'est un observatoire. Et là, on commence à faire, on peut utiliser cette base de référence des espèces, y compris les identifiants génétiques ou numériques visuels, pour faire une analyse beaucoup plus rapide des interactions écologiques. Et ça, c'est un exemple en analysant
la génétique des contenus des estomacs des poissons, tu peux définir qui a mangé quoi en référence, avec cette base de référence des séquences ADN. Et ça, c'est un article, et Suzy est co-auteur de cet article. Donc ça marche, on a la capacité, grâce à cette base de données de référence, maintenant de faire les études des interactions écologiques, beaucoup plus grande échelle et beaucoup plus de résolution qu'avant sur les chaînes alimentaires, par exemple. Après, il faut intégrer tous ces données, les interactions, dans les modèles. Si on change l'environnement, qu'est-ce qui va passer? Ce sont des modèles spatiaux et temporels. Et Suzy a présenté un exemple d'un modèle qui, évidemment, ce n'est pas pour toute l'île, mais c'était pour une partie, un sous-système de l'île. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer beaucoup de données, de modèles, de connaissances de tous les systèmes physiques, biologiques, écologiques et sociaux. Et là, on arrive au système de, par exemple, un observatoire de la résilience que Damien a présenté. Là, ça, c'est un aspect, mais il faut intégrer tous ces composants. Et cette intégration, c'est un challenge énorme pour, dans la science des données, pour computer science, comment intégrer, et ça dépend des données, la qualité des données et les qualités des métadonnées, et tout ça dépend d'avoir des standards internationaux, et aujourd'hui on dit open science, open data, et comment appliquer tous ces standards et rendre que les modèles sont comparables et peuvent être intégrés. Donc ça, c'est encore mondial. Il faut développer les standards vraiment mondiaux, mais les appliquer dans des contextes locaux. Et c'est pour ça on a commencé en 2013 avec beaucoup des partenaires ici de développer Montréal comme un exemple. Comment on peut intégrer tout ça avec les modèles, les systèmes hyper puissants d'ordinateurs. Est-ce que c'est possible à faire des scénarios potentiels d'un système aussi complexe qu'une île tropicale? Et avec plusieurs ateliers, y compris avec la communauté locale sur Montréal, on a développé, c'est plus qu'une feuille de route maintenant, c'est comment on veut faire appliquer ces simulations. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme une communauté de recherche? Parce que ça vraiment, il faut intégrer tout le monde. Et pour ça, c'est intéressant dans le contexte du Resipol, parce que ça, c'est notre idée ici en Polynésie, c'est avoir une plateforme qui va intégrer vraiment tout le monde. Pour faire quelque chose de concret, c'est comment on peut prévenir l'état de ces écosystèmes, socio-écosystèmes, dans l'avenir, pour la gestion, par la population locale, évidemment, et à l'échelle aussi de la Polynésie. Donc, au centre de tout ça, c'est un peu comment maximiser la résilience de ces systèmes, et évaluer les risques et les menaces et les réponses possibles. Et un très bel exemple, moi je trouve ça un super exemple, c'est la thèse de Loïc Thiault avec Joachim Claudet de Criobe qui a présenté à très fine échelle un observatoire socio-écologique avec les réponses possibles, écologiques ou sociales, pour maximiser ou minimiser la vulnérabilité de l'île de Montréal. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on veut développer encore plus. Mais aussi, tu peux imaginer la même chose à l'échelle de ZEE de la Polynésie. Et là, c'est une conférence ici à l'UPF, en parlant de comment gérer le ZEE de la Polynésie. Encore une fois, ça, c'est une résolution moins fine, évidemment, qu'à l'échelle de Montréal, mais il faut aussi simuler qu'est-ce que se passe, les menaces, et qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser la résilience du système. Et tout ça, c'est dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, parce qu'évidemment, ces objectifs sont très importants chacun, mais ils interagissent entre eux. Donc il ne faut pas juste gérer l'agriculture ou la pêche ou la santé publique. Il faut voir les interactions entre toutes ces solutions, parce que quelquefois les solutions vont interagir et peut-être ce n'est pas une solution qu'on sait intégrer. Donc il faut étudier encore tout un système. Et ici, on a la possibilité, c'est accessible pour la science, de faire ça. Et de faire ça dans
vraiment avec les modèles très avancés. On va jamais, on a beaucoup à apprendre toujours évidemment, mais on est pas mal avancé ici en Polynésie sur certaines îles et on peut utiliser les autres îles où on n'a pas autant de données, comme est-ce que ça marche là-bas, et après un peu les îles de contrôle de test. Donc je vais terminer là avec une initiative, j'ai parlé de Montréal, évidemment avec Tetiaroa c'est encore plus simple de Montréal, ça c'est notre île, on peut commencer à développer ces projets, et Tetiaroa c'est une plateforme commune pour nous tous, pour étudier. Mais en collaboration aussi avec d'autres îles. Évidemment, au nord, on a les îles de Hawaï qui sont très intéressantes à comparer avec les îles de l'archipel de la Société pour le moins. Oahu, c'est une île encore plus grande, complexe que Montréal, voire que Tahiti. Mais un jour, à Hawaï, ils travaillent pour faire des simulations de cette île et les solutions de développement durable aussi. Donc, on a lancé une collaboration entre Oahu et Montréal, et aussi entre deux atolls, Tetiaroa, et un atoll entre Tahiti et Hawaï s'appelle Palmyra, où il y a aussi une station de recherche. Donc on a les données très intéressantes de Palmyra qui est intéressant pour les atolls. Par exemple, à Palmyra, ils ont déjà fait la diratisation et ils ont des modèles et des expériences là-bas qu'on peut utiliser. On est en train de l'utiliser pour informer une diratisation de Tetiaroa. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre contre une intervention qui va manipuler le système. On va enlever une espèce. Donc ça va complètement changer le système de chaîne alimentaire, par exemple. Est-ce qu'on est capable d'intégrer ça dans nos modèles pour faire des hypothèses? Qu'est-ce qui va passer? Donc ce sont des super systèmes d'opportunité avec ces interventions à l'échelle d'une île. Et voilà, je vais arrêter là. Merci.